vendredi après-midi, on est vraiment en feu ici en studio pour La Vie en Mauricie parce que, vous le savez, le vendredi après-midi, on déclare officiellement la fin de semaine commencée. Beaucoup d'activités, encore une fois, dans la région. Dernière fin de semaine pour le Festival Western de Saint-Tite. Et depuis hier soir, il y a le Théâtre des gens de la place qui a entamé une nouvelle saison théâtrale avec, attention, Mozart et la pièce Amadeus. J'ai rencontré d'ailleurs le metteur en scène Patrick Lacombe et quelques-uns des comédiens en coulisses juste avant la grande première. Pour la première pièce de la saison, le Théâtre des gens de la place nous présente un classique qui va certainement vous rappeler des souvenirs. Si je vous dis Amadeus, c'est pas seulement qu'une pièce de musique des années 80. Ça a été aussi un film dans les années 80 réalisé par Milos Forman et surtout une excellente pièce de théâtre. Patrick Lacombe est le metteur en scène. Bonjour et bonjour aussi aux comédiens. Bonjour. Bonjour. Patrick, la première question qui nous vient quand on lit toute l'historique aussi de Mozart, parce que Amadeus raconte l'histoire de Mozart et aussi les dessous aussi de toute cette création. Qu'est-ce qui, toi, t'a attiré pour présenter cette pièce avec le TGP? Bien, on parle avant tout des relations humaines. Donc, on fait découvrir l'œuvre de Mozart. Pour nous, ça nous permet de faire découvrir cette musique-là. Pour les gens qui l'aiment, de l'écouter encore. Et pour les gens qui ne l'ont pas écouté, de venir l'écouter. Donc, il y a une expérience musicale à travers ça. Et les relations humaines, les deux personnages, Salieri, Mozart, la jalousie, deux créateurs... un qui crée et qui est génial, et l'autre... C'est quoi la phrase, donc, Salieri? En fait, Mozart est un homme ordinaire qui crée des légendes, et moi, des légendes, je crée de l'ordinaire. Voilà, c'est exact. Je pense que ça résume très, très bien le spectacle, ça. Oui. Je pense que tu as vraiment bien choisi ton casting, parce que quand on fait une pièce de ce type-là, c'est pas mal la base. Hein? Surtout Mozart et Salieri. Et juste à les regarder, on les a pas présentés encore, mais on pouvait déjà savoir qui faisait quoi. Bien, moi, je dois dire que le casting, donc, était pour moi très, très important, mais pas nécessairement l'aspect physique. Mais je pense que le caractère, la présence fait qu'on retrouve un peu des caractéristiques physiques. Mais les deux acteurs que je voulais avoir absolument pour jouer ces rôles-là ont dit oui. Ce qui fait qu'on va voir la pièce Amadeus ici à Trois-Rivières, là, cette semaine, la semaine prochaine. Si ces gens-là avaient dit non, ça aurait été reporté. Donc, j'avais besoin de ce noyau-là, de cette énergie-là entre les deux et de ce talent-là, parce que c'est une pièce qui demande, de la part des deux rôles premiers, mais de tous les personnages et de tous les acteurs, une présence de tous les instants. Et la mise en scène est très exigeante et le texte l'est beaucoup. Donc, ce que vous allez voir, un texte extrêmement intéressant, de la belle musique que vous allez entendre, mais vous allez surtout voir des acteurs, à mon sens, savoureux, vraiment. Et parlons-en justement de ces acteurs qui sont en costume. Déjà, c'est très beau de vous voir, on se sent déjà dans l'ambiance, mais d'interpréter Mozart, moi, je me dis, c'est comme un rôle extraordinaire pour un comédien. Oui, c'est extraordinaire, mais en même temps, tu sais, la première fois, tu te dis, ouais, c'est Mozart. C'est gros, c'est énorme. Fait que moi, je suis allé vers le ramener à quelque chose de plus humain parce que c'est imposant comme personnage. Mais c'est ça, de ramener un bonhomme, un jeune qui avait du talent, tout simplement, puis qui faisait juste vivre, mais qui il avait de la difficulté avec les conventions de l'époque. Puis, fait que j'ai ramené ça à quelque chose de très simple, très humain. Puis c'est comme ça que je l'ai abordé, puis on s'amuse, on a vraiment du plaisir, puis une belle complicité dans le jeu. Ouais. Salieri a l'air très sérieux, mais en dehors de ses attraits, quand même un homme qui sait rire aussi, parce que faut dire que Salieri, c'est un personnage aussi qui demande, qui a vraiment un doute intérieur aussi, puis qui a une grande peine, une grande tristesse. Contrairement à Mozart, qui, lui, n'était pas du tout calculateur. C'est son père qui était calculateur pour lui. Alors que Salieri, lui, il est très, très calculateur. Il est très stratège. Et on le voit tout au long de la pièce, veut s'approprier le talent de Mozart, son univers. Il devient un personnage très déjanté, complètement fou à la fin. Non, on n'aura pas de punch, mais on voit l'évolution et ça se corse au fur et à mesure et on voit qu'il dérape finalement. Alors ça, c'est très agréable à jouer. On va fouiller dans des zones assez particulières pour en arriver à ça, là, mais c'est très, très agréable à jouer. Et Patrick Lacombe comme metteur en scène, parce que là, il vous a vanté, il vous a lancé... Ça, c'est la question. Parce que c'est quand même un comédien chevronné qu'on a vu dans plusieurs pièces du Théâtre des gens de la place aussi. Très reconnu, connu aussi, mais comme metteur en scène, ça donne quoi? Bon, Patrick... Ben écoute, c'est le fun parce que Patrick, il nous a amené d'abord son projet au départ. Il avait une vision et c'était très clair, sa vision. Puis comme j'ai fait la comparaison, c'est comme un beau train qu'il nous a présenté, puis il nous a dit « Voulez-vous embarquer dedans? » Et comme c'était très alléchant puis agréable, on a embarqué dedans et tout le long, le train a toujours avancé, ça a toujours bien été. Il y a une belle complicité.
La force de Patrick aussi, c'est qu'il y a des choses très placées, c'est-à-dire qu'il sait où il s'en va, mais il nous laisse la liberté, en tant qu'acteur, de lui apporter de la nourriture. C'est-à-dire que les propositions que tout le monde a apportées, Patrick s'en nourrissait. Il en prenait, puis des fois, il en laissait, mais il se nourrissait de ça. Donc, il y avait une base, mais il s'est nourri de toute la gang qui a apporté le jeu, qui a apporté notre créativité dans les personnages. Ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun comme acteur. Patrick, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les comédiens. Il nous le rappelait hier, mais ça, on le savait de toute façon. Moi, c'est la 4e fois, je pense, que je travaille avec Patrick. Quand on parle des années 90 au début. Et puis, si c'était pas le cas, je serais pas revenu. Bien, on vous souhaite le mot de Cambronne parce qu'au moment où on enregistre ce segment, la première a lieu demain. Là, on est en pleine générale. Donc, je vous souhaite un bon dodo pour demain, cette grande première. Et on rappelle, ça sera présenté sur 2 fins de semaine, Patrick, à la Maison de la Culture. Cette Magnifique semaine et salle. la semaine prochaine. Mais là, dormir, non, peut-être 3, mais nous autres, c'est non, pas avant 3 semaines, je pense pas, non. Je vais dormir pour vous autres. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, 16 septembre, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens ici au travail qui disaient « Ah, dans quelques mois à peine, c'est Noël. » Non, on ne commencera pas déjà à penser à la neige. S'il vous plaît, ça s'en vient déjà assez vite. Et pourtant, on peut encore travailler nos plantes, nos jardins. D'ailleurs, quelques conseils pour avoir des fleurs d'automne avec Mélanie et Émilie Gabiaz de chez Gauthier Fleurs et Jardins. C'est déjà le mois de septembre, mais ce n'est pas parce que septembre est arrivé qu'il n'y a plus de couleurs au jardin. Au contraire, plusieurs vivaces profitent de l'automne pour nous montrer leurs plus belles couleurs. Et j'ai justement demandé à Émilie de nous suggérer des vivaces à floraison automnale. Allô, Émilie? Allô, Mélanie? Ça va bien? Ben oui, toi? C'est vrai, hein, que dans les jardins de monsieur, madame, tout le monde, on dirait que l'automne est un peu oublié par les plantes. Pourquoi, tu penses? Ben les gens, en septembre, ils ont moins le goût de jardiner parce que c'est la rentrée, on a plein de choses à faire, hein, comme on pourrait dire. Et puis, c'est vert. On dirait qu'on veut plus profiter de nos plates-bandes. Mais quand on voit tout ce qui est offert sur le marché, c'est ça. On devrait pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ces belles vivaces faciles d'entretien qui nous offrent des coloris vraiment là, à partir de quand? Fin août? À partir de fin août, la plupart des plantes de floraison fin d'été vont commencer à battre leur plein. Là. Puis qu'est-ce qu'on a? On a vraiment beaucoup de choix. Mais un des classiques de l'automne, c'est le sédum. Les brocolis. Les brocolis d'automne, affectueusement nommés. Il y en a plusieurs variétés. Moi, celle-là, c'est une de mes préférées. C'est Strawberry and Cream. Le feuillage est un peu pourpre, avec une fleur rose. Puis ça a l'air des petites étoiles, les fleurs. C'est vrai. C'est très, très joli. Même quand la fleur est fanée, parce qu'on voit qu'il y en a qui sont un petit peu plus avancés, ça a l'air d'être encore en floraison. C'est cassant, par exemple. Hein. Mettez pas ça à côté des trottoirs et votre adolescent, il rentre un peu vacillant. Là. Il va rentrer dedans, ça va être fini. C'est ça, c'est une tige qui est très pleine d'eau, fait que ça casse facilement. Mais c'est une plante qui aime les sols secs. Okay. Un sol trop humide, là, elle va pas tellement bien performer. C'est vrai, c'est comme ça que des fois, il s'écrase par le centre. Puis il pourrisse aussi souvent. Ça, c'est parce que le sol est trop humide. Ça aime vraiment les sols secs et c'est une plante de plein soleil. Essayez pas de mettre ça à l'ombre, ça ne donnera pas des bons résultats. Sédum, c'est un excellent choix. Et là, un de mes coups de cœur depuis 2 ans, je te dirais, là, les hibiscus vivaces. J'adore! Une plante qui est lente à sortir au printemps, mais si on la laisse aller puis on est patient, là, c'est vraiment quelque chose qui nous récompense. C'est vrai ce que tu dis là, parce que j'en avais déjà mis dans mes plates-bandes et je dois avouer, je doutais de la rusticité des hibiscus vivaces, mais c'est vraiment très rustique. Et c'est ça, elle était sortie la première année, je pense, pratiquement au 24 juin. Et là, j'ai fait « Ah! Voici le miracle qui s'est produit, elle sort de terre. » Moi, je me dis qu'il faut toujours attendre au moins au 1er juillet pour l'hibiscus avant de déclarer la mort. Parce qu'il est très, très lent à sortir. Mais la floraison qu'on a après ça, c'est très, très gros comme fleur. Hein? C'est une plante qui aime les sols un peu plus humides. Puis ça vient gros aussi, on dirait presque un arbuste. Énorme. Énorme. On voit les tiges, là, ça pourrait... ça prend un très bon sécateur pour couper ça à l'automne. Mais ça repart vraiment du bas du plan à chaque année. Oui. C'est pas comme les hibiscus arbustifs, ce sont vraiment des hibiscus vivaces. Vivaces avec la racine qui reprend à chaque année. Celui-ci, c'est le Luna en rose. Au Luna en rose, on a le Luna en rouge, mais on a beaucoup d'autres variétés. Il y en a même à feuillage un peu plus bourgogne, genre Jazzberry Jam ou des choses comme ça, là, qui viennent... Ça a l'air de rien là, dans le pot. 80 cm, là, c'est quand même ça va assez monter plus haut que ça. Là. Et ça aussi, là, à ce moment-là, c'est rare qu'on voit ces plantes-là dans les centres jardins à l'été ou au printemps. Il faut se déplacer au mois de septembre. Allez visiter vos jardineries près de chez vous. Vous allez en retrouver et s'ils n'en ont pas, demandez-leur.
Parce que souvent, on doute de la rusticité. C'est zone 5, mais ça passe très bien l'hiver en zone 4 et même en zone 3 avec une couverture de neige. Ce sont des plantes qui attirent les colibris. C'est le fun parce que les colibris, quand même, on y pense pas, mais ils restent jusqu'à pratiquement mi-octobre, ces petites bêtes-là avec nous. Alors, il faut leur offrir la nourriture. Il faut leur donner à manger. Et il y en a une, là, je veux que tu m'en parles parce qu'elle n'est pas encore en fleurs. Et c'est là qu'on dit, tu sais, ça peut être coloré dans les plates-bandes jusqu'à très tard. C'est laquelle, celle-là? Celle-là, c'est le Tricyrtis, que certains ont nommé lys crapaud. Je trouve pas ça très, très évocateur. Non, moi, la rebaptiserais. Ouais. La fleur d'Émilie, qu'est-ce que t'en penses? Oh, pourquoi pas? Mais une belle fleur un peu étoilée. Ça ressemble un peu à une orchidée, on en parlait tantôt. Oui, là. Et tout petite, mais c'est généreux, c'est beau, c'est rare aussi qu'on la voit. C'est une fleur à découvrir. Oui, parce que les gens ne l'achètent pas, parce qu'en centre jardin, ça a l'air de rien pendant l'été. Alors, tu nous as proposé celle-ci, mais il y en a d'autres. L'anémone d'automne, les rudbeckies trilobées. Il y a du choix. Allez dans vos centres jardins, vous allez voir, on peut mettre encore à ce temps-ci de l'année de la couleur dans nos plates-bandes. Merci, Émilie. De rien. Que ça donne le goût de jardiner. D'ailleurs, profitez-en cette fin de semaine. Amusez-vous. Encore beaucoup d'activités. Festival Western de Saint-Tite. Le WestR revient pour une nouvelle saison. Et nous, on se reparle bien sûr lundi, 13h30. On profite de la fin de semaine. Bisous. Bye.